Les chars allemands sur les champs de bataille. Un dimanche après-midi d'été au sud de l'Angleterre. Une démonstration de chars et de véhicules blindés attire les foules. Des passionnés de véhicules militaires et un public fasciné prennent grand plaisir à observer ces engins d'il y a 50 ans. Tout le monde s'amuse, des tours dans ces véhicules sont organisés et les chars, une fois encore, font trembler le sol. Dans ce cadre tranquille, il est facile d'oublier que ces engins furent à leur époque les machines de mort du plus terrible conflit de l'humanité. Les réalités brutales du champ de bataille peuvent révéler les pires aspects de l'ingéniosité humaine. Les plus brillants esprits, scientifiques, ingénieurs, sont utilisés dans les plus noirs desseins. Imaginer de nouveaux moyens de tuer, mutiler ou terrifier leurs ennemis. Le moindre avantage est implacablement exploité dans l'espoir de garantir la victoire finale. Parfois, la peur elle-même est suffisante pour vaincre l'ennemi. Ce fut certainement le cas avec les chars lance-flammes. Ces armes effrayantes étaient des chars dont le canon avait été remplacé par un lance-flamme capable de tirer un jet de napalm jusqu'à 45 mètres. Il n'était pas particulièrement précis ni même très efficace, mais les deux camps l'avaient utilisé lors de la Première Guerre mondiale. Ils furent conçus pour déloger l'infanterie de ses retranchements et bunkers, mais leur arme principale restait la peur. Le lance-flamme projetait une mixture inflammable contenue dans un réservoir de 100 litres qui permettait de lancer 80 jets d'une durée de 2 secondes. Un char lance-flamme n'est rien d'autre qu'un char comparable à n'importe quel char. Et la raison pour laquelle il ressemblait aux autres chars était qu'il ne devait pas être repéré sur le champ de bataille. Être reconnaissable lorsqu'on transportait à son bord une pleine charge de napalm n'était pas une bonne chose. Je pense que la meilleure utilisation du lance-flamme fut celle faite par les Marines américains dans le Pacifique. Les Japonais, retranchés dans leur défense en pente inversée, étaient inexpugnables et décidés à résister. Le seul moyen d'en venir à bout était le lance-flamme. Et si on pouvait mettre ce lance-flamme derrière un blindage, alors tant mieux. Pour les fantassins tapis dans leurs trous de combat, même le plus petit char était doté d'une aura d'invincibilité. S'avançant implacablement vers eux, il ressemblait à un mastodonte blindé, l'essence même de l'arme blindée. Il semblait si invulnérable et mécanique qu'il était facile d'oublier qu'à l'intérieur il y avait des êtres humains avec les mêmes peurs et émotions, fonçant sur tout soldat présent sur le champ de bataille. Sous bien des aspects, ces émotions étaient accrues par le fait que même si le char offrait la protection de son blindage, il imposait bien des contraintes à ses occupants. Dans le char, la visibilité était sérieusement limitée et l'intérieur exigu et bruyant. L'équipage était parfaitement conscient que son engin était une cible prioritaire pour toute arme ennemie sur le terrain. Avec ses propres réserves de carburant et de munitions embarquées, il savait que le moindre impact pouvait transformer l'habitacle en enfer. Il y avait aussi le risque que les fantassins ennemis se trouvent suffisamment proches pour attaquer avec des armes anti-chars depuis des positions cachées.
Le danger pour les équipages sur le champ de bataille venait principalement du manque de visibilité depuis l'intérieur du char. Imaginez un champ de vision réduit à une petite zone vers l'avant, complété par quelques autres répartis autour du véhicule, mais toujours entrecoupés d'angles morts. La plupart des engins blindés de cette époque n'avançaient pas beaucoup plus vite qu'un homme à pied, et un fantassin armé de n'importe quelle arme anti-char pouvait facilement courir et trouver une position de tir à n'importe quelle phase de la bataille. Dans des circonstances favorables, en bonne position, leur solide blindage frontal faisant face à l'ennemi, les équipages de chars allemands de la Seconde Guerre mondiale pouvaient se sentir en confiance. Ces panzers des dernières années de la guerre pouvaient encaisser les coups de la plupart des canons anti-chars de l'époque, à presque toutes les distances de combat, excepté à bout portant. C'est l'énorme Jagdtiger qui fut déployé en 1945. Il porte toujours les marques de la bataille. On peut clairement voir sur ce véhicule survivant où les obus alliés ont touché sans réussir à perforer le blindage. Lorsque les équipes d'infanterie anti-chars réussissaient à s'approcher ou que les chars ennemis étaient en mesure de manœuvrer pour frapper sur les côtés ou l'arrière, plus fragiles, la situation basculait dramatiquement. Les blindés conquérants se transformaient en cercueils d'acier. Les pilotes de ces chars américains ont également un bon champ de vision, du moment qu'ils gardent leur tête exposée hors du véhicule. Lorsque le chef de char se tenait hors de la trappe de sa tourelle, lui aussi jouissait d'une excellente visibilité du champ de bataille. Mais lorsque les balles commençaient à siffler, le chef de char et le pilote devaient se retirer à l'intérieur de l'habitacle, refermant les trappes derrière eux. Une fois le char refermé, l'équipage n'avait plus qu'une perception très limitée du monde extérieur. Leurs moteurs diesel ronronnant, leurs armes faisant feu, la chaleur générée à l'intérieur du char était oppressante. Au combat, le bruit, l'odeur de transpiration, de fumée, de peur et de cordite sont à peine imaginables. Non seulement c'était un univers confiné, bruyant et exigu, mais en plus la vision très restreinte rendait très difficile le repérage des cibles et l'autodéfense de l'engin contre les équipes anti-chars. Le char étant totalement fermé, il était extrêmement difficile de voir quoi que ce soit, spécialement pour le conducteur qui n'avait qu'un champ de vision très bas et ne voyait que peu de choses. Il lui fallait s'en remettre au chef de char situé plus haut dans la tourelle et dont la vision s'étendait sur 360 degrés. Il pouvait ainsi le prévenir de tout danger aux alentours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipes anti-chars étaient entraînées à s'approcher très près des chars pour frapper à coup sûr. À l'occasion, ils pouvaient même grimper sur les engins et y poser des mines anti-chars ou jeter des grenades à travers les tuyaux d'échappement où les trappes restaient ouvertes. Comme il était conçu pour tirer à longue distance, le canon principal du char était inutilisable en combat rapproché. Pour éliminer les fantassins qui se rapprochaient du véhicule, les chars furent équipés de lance-grenades qui pouvaient être actionnés de l'intérieur. Pourtant, les équipes anti-chars réussissaient fréquemment à grimper sur les véhicules. Dans ces circonstances, l'équipage du char visé devait soit sortir de l'habitacle pour engager le combat avec des armes légères, soit compter sur l'infanterie qui l'accompagnait en protection ou sur les armes légères des autres chars pour qu'il l'arrose de tirs de mitrailleuses afin d'éliminer les fantassins ennemis grimpés à son bord. La tourelle du char est comme un blocus mobile, avec des ouvertures réduites au minimum pour les armes. Le blindage apporte une protection, mais limite sérieusement la visibilité. Pour les situations désespérées, il y avait une petite ouverture appelée meurtrière à pistolet.
Il existe plusieurs manières de se défendre. En premier lieu, si l'infanterie est assez folle pour venir de face, il suffit de lui rouler dessus avec les chenilles. Donc les fantassins devaient normalement arriver de l'arrière ou sur les côtés, et la meurtrière à pistolet était là pour les contrer. Il suffisait de pousser l'écoutille pour ouvrir la meurtrière, passer le pistolet ou le pistolet mitrailleur à travers et ouvrir le feu pour les garder à distance. Et bien sûr, les premiers chars russes avaient tous une meurtrière à pistolet à l'arrière pour contrer l'infanterie en approche par derrière. Les chars de toutes les nations avaient tendance à être armés d'au moins une ou deux mitrailleuses pour l'autodéfense. Certains chars n'en comptaient pas moins de 6. Mais en plus des lance-pots de fumigène permettant de dresser des écrans de fumée, des dispositifs de minage, des lance-grenades et même des mortiers légers pouvaient être montés sur ces chars pour leur autodéfense en combat rapproché ou pour contrer les équipes anti-chars. Les Allemands utilisaient un ciment appelé Zimmerit pour recouvrir les flancs des véhicules afin d'empêcher les mines magnétiques de se fixer sur la coque. À plus longue portée, d'autres dangers existaient. Les canons anti-chars embusqués représentaient la plus grande menace. Un coup bien placé pouvait réduire un char en pièces. Ces canons étaient difficiles à repérer et pouvaient se camoufler très facilement. Pour fournir aux chars une protection contre les canons anti-chars ennemis, il fallait le plus de blindage possible. Idéalement, chaque centimètre devait être recouvert d'une épaisse plaque d'acier. Malgré tout, l'équipage devait conserver une visibilité hors du char, et c'est pourquoi furent prévues les trappes et vitrages. Les moteurs nécessitaient des voies d'échappement et d'alimentation en air. Ces pièces, faiblement blindées du char, représentaient son talon d'Achille et étaient les points de visée favoris des canons anti-chars en embuscade. Depuis l'intérieur d'un char, les canons anti-chars étaient pratiquement impossibles à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la guerre avançait, le calibre et la puissance de ces armes anti-chars augmenta, passant du relativement faible 37 mm présenté ici, et qui fut utilisé durant les premières années de la guerre, à l'incroyable puissance du canon de 88 mm à haute vitesse initiale. Le 88 fut conçu à l'origine pour la défense anti-aérienne, pour laquelle il fallait générer beaucoup de puissance de tir pour envoyer un lourd obus en altitude. Lorsque l'infanterie allemande découvrit que ce puissant canon pouvait aussi être utilisé en tir tendu contre des chars, une nouvelle arme dévastatrice était née. La vitesse de ces obus perforants sema la mort parmi des milliers de chars russes et alliés de 1939 à 1945. Les canons de 88 allemands que nous voyons ici sont globalement conçus comme des canons anti-aériens. Et lors des premiers jours de la guerre, ils se montrèrent très efficaces contre des cibles terrestres telles que les chars. Des organes de visée directe furent ajoutés. Et plusieurs autres modifications donnèrent naissance au plus efficace canon de chars et anti-chars qui fut jamais créé. Tout au long de la guerre, le 88 fut l'arme la plus redoutée de tous les tankistes des armées alliées. Le seul inconvénient de cette arme incroyable résidait dans son poids très élevé, qui exigeait de le faire tracter jusqu'à sa position de tir. Mais une fois déployé et camouflé, il devenait une menace mortelle. Les canons anti-chars n'étaient qu'un des nombreux risques que les tankistes affrontaient chaque jour.
Alors que la guerre avançait, les deux camps développèrent des armes anti-chars portables légères, d'une puissance sans cesse en augmentation. Les Alliés avaient le bazooka, alors que les Allemands possédaient les mortels Panzerfaust et Panzerschreck. Ces armes, seulement efficaces à des distances relativement courtes, donnaient aux équipes d'infanterie une capacité de lutte anti-chars, ce qui rendait vulnérables même les chars les plus lourds. Ces soldats allemands sont à la recherche de chars alliés dans un village français. Ils sont prêts à engager leur cible avec un Panzerfaust. Ils laissent passer le char de tête avant de soigneusement choisir leur cible. Le char est détruit. Un énorme investissement en ingénierie, en temps et en matériaux pouvait alors être réduit en cendres par un seul soldat doté d'une arme simple. Les armes d'infanterie anti-chars fonctionnaient sur le principe simple de la charge creuse, conçue pour fondre à travers le blindage des chars et exploser à l'intérieur du véhicule. Pour contrer ces armes, les Allemands découvrirent que des jupes d'acier absorbaient l'énergie du projectile pendant la pénétration du blindage, protégeant ainsi l'engin. Les chars prenaient alors une apparence grossière, mais ces jupes étaient efficaces et devinrent un équipement standard pour tous les engins à partir de 1943. De nombreux véhicules allemands, en particulier à la fin de la guerre, lorsque des chars alliés beaucoup plus puissants apparurent, étaient dotés d'un surblindage léger appelé Schürzen. Il présentait le double avantage de dévier les obus perforants et surtout de dévier l'énergie d'une charge creuse. Ceci n'avait pas une grande vitesse, donc s'il perçait un trou dans une couche de blindage située à l'extérieur de la coque, cela fournissait une très bonne protection pour l'intérieur. L'équipage de 5 hommes était le standard pour tous les chars moyens et lourds de l'armée allemande. L'équipage du Tigre était composé d'un chef de char qui était en charge du véhicule et de la sélection des cibles. Il servait aussi la mitrailleuse de tourelle. Ensuite venait le tireur qui était assis près du chef de char et engageait les cibles à travers ses optiques de tir. Il était le membre d'équipage le plus vital. Au combat, chaque coup devait porter. La trajectoire d'un obus est affectée par divers paramètres comme la direction du vent, la pluie, la neige et d'autres données atmosphériques. Le tireur devait prendre en compte la distance de la cible, les facteurs climatiques et compenser la vitesse de déplacement des cibles en mouvement qui était plus difficile à toucher. Un raté pouvait permettre au char ennemi de tirer un coup fatal, semant la mort lors des impitoyables duels de chars de la Seconde Guerre mondiale. La manœuvre du canon principal de 88 mm du Tigre résultait vraiment d'un travail d'équipe. Tous les membres d'équipage du Tigre devaient mettre à profit leurs moyens d'observation pour identifier les cibles potentielles et les indiquer au chef de char. Ce dernier désignait alors les cibles selon les priorités et donnait les ordres pour les engager. Le tireur réglait la tourelle du Tigre avec un système hydraulique contrôlé par une pédale et ajustait sa visée avec le canon grâce à des binoculaires grossissantes. Il procédait ensuite à la mise à feu grâce à un système électrique. La différence entre les canons de chars de la Seconde Guerre mondiale et ceux d'aujourd'hui réside dans les systèmes de stabilisation actuels qui permettent de faire feu pendant que l'on roule. Les canons de l'époque ne permettaient pas cela. Il fallait arrêter le char, ce qui le rendait vulnérable pendant le temps pour l'équipage de charger le canon et de tirer. Placé de l'autre côté de la tourelle, à l'opposé du tireur, se trouvait le pourvoyeur. Il avait une tâche physique, celle de charger le canon. Le pourvoyeur devait choisir le bon type de munitions dans les casiers de stockage qui faisaient partie de la structure du Tigre et opérer un système de chargement automatique ou semi-automatique pour charger le canon. Après chaque engagement, il avait aussi le laborieux travail de vider les douilles et de réapprovisionner le char avec les énormes obus du canon principal.
À l'intérieur du compartiment, vers l'avant du véhicule, était assis le pilote. Sur sa droite se trouvait l'opérateur radio qui remplissait le rôle vital de gérer les communications radio et servait également une mitrailleuse. La pratique habituelle était de peindre un rond blanc autour du canon pour tout char ennemi détruit. Certains équipages étaient si efficaces qu'il leur fallait peindre un rond plus large représentant 10 victoires. Les chefs de chars les plus doués arboraient leur série de cercles blancs, fiers comme des pans. Le bruit à l'intérieur du char rend la communication très difficile. Échanger avec les autres véhicules était presque impossible. Les ingénieurs allemands résolurent le problème avec un système d'intercommunication reliant les membres d'équipage grâce à un ensemble d'écouteurs et de micros. La pratique de l'époque était d'utiliser un laryngophone, composé de 2 petits micros placés contre la gorge et sur lesquels on appuyait chaque fois que l'on voulait parler au reste de l'équipage. Si l'on enclenchait la radio en même temps, le message passait au reste de l'unité. Le casque avait une paire d'écouteurs, ce qui étouffait un peu plus le bruit du moteur qui était de toute façon un vacarme très fort. Pour les communications entre chars, tous les engins allemands étaient équipés de radios. Dans les premières années de la guerre, les tankistes russes ne disposaient pas de tels raffinements techniques. Dans le T-34, étrangement, aussi bon qu'était ce char, même à ses débuts, les communications étaient très mauvaises, car il n'y avait pas de radio, ce qui était la manière normale de procéder. Sur les premiers modèles de T-34, le chef de char devait sortir de la tourelle par l'arrière et faire des signaux à l'aide de 2 drapeaux, un rouge et un vert, comme on le faisait sur les bateaux en haute mer. C'est ainsi qu'il changeait de direction ou accomplissait diverses manœuvres, ce qui était très rudimentaire et peu efficace. C'est bien plus tard que, comme sur le char situé derrière moi, un T-34-85, le plus gros, apparurent de véritables équipements radio et d'intercommunication. Leur avance en matière de transmission donnait un sérieux avantage aux Allemands, ce qui compensait leur réelle infériorité en termes de blindage. La plupart des chars allemands débutèrent la Seconde Guerre mondiale avec un désavantage. Le petit canon de 37 mm fut conçu initialement pour équiper les Panzer III, qui étaient alors les chars standards de l'armée allemande. Le même canon de 37 mm armait également les Panzer 38T d'origine tchèque, qui étaient les plus nombreux au sein de l'armée allemande. Ces canons n'étaient pas assez puissants pour perforer les blindages au-delà des courtes distances. Et même les canons de 50 mm présents sur les Panzer III améliorés n'étaient pas non plus assez efficaces. Seul le canon de 75 mm du Panzer IV et des bataillons de Sturmgeschütze était réellement adapté à la demande du champ de bataille moderne, bien qu'il ait aussi eu ses limites. Même s'il était efficace contre le faible blindage des chars du début de la guerre, le canon court du 75 mm ne permettait pas aux obus d'atteindre une vitesse suffisante pour pénétrer les nouveaux blindés russes déployés en 1941. À son époque, le T-34 était de loin le meilleur char que le monde ait jamais vu. Il était sur la plus haute marche du podium. Sa forme perdure encore aujourd'hui. Il est à l'origine de la conception de tous les chars modernes. Il était bon sous tous les aspects, le canon, le blindage, la vitesse. En un mot, surtout. Pour compenser la mauvaise qualité de leurs canons, les Allemands poussèrent leur avance technologique en introduisant des chars spéciaux de commandement dont les canons avaient été retirés pour faire de la place à des équipements radio supplémentaires. Les chars de commandement sont des conversions, faites en usine ou sur le terrain, de chars standards et utilisés par des chefs d'escadron, de compagnie, de bataillons ou de régiments relativement expérimentés pour observer et coordonner les actions de leurs subordonnés sur le terrain.
Dans ce but, les chars de commandement emportent généralement des équipements radio supplémentaires, voire des opérateurs radio supplémentaires. Et certains des équipements d'origine devaient donc être retirés du char. Généralement, ce sont le canon principal et les soutes à munitions qui prennent le plus de place. Évidemment, retirer l'un ou l'autre, en particulier le premier, est un inconvénient considérable pour un char de commandement sur le champ de bataille. La cohésion qui découlait d'une chaîne de commandement fluide était l'une des raisons évidentes pour lesquelles les chars allemands de 1941 et 1942 réussirent à vaincre les T-34 et KV-1 malgré leur infériorité technique. Ces chars de commandement attiraient l'attention et des tentatives de camouflage à l'aide de faux canons furent utilisées. Un char de commandement est fréquemment dépourvu de son canon. C'est pourquoi il fallait le faire ressembler un peu à un char normal avec un tronc d'arbre ou un tuyau. Même lorsqu'un faux canon était présent, les antennes supplémentaires installées sur le char pour faire fonctionner les équipements radio efficacement étaient un autre moyen pour l'ennemi d'identifier et de détruire les chars de commandement. Ce facteur déconcertant n'était pas pris en compte par la rigide doctrine allemande, qui voulait que les chars soient identifiés par série de nombres, le char de commandement arborant un gros chiffre, 001, proéminent sur la tourelle. Une belle invitation pour les tireurs ennemis. En 1943, être dans un véhicule de commandement n'était pas une place enviable. Depuis le temps, l'infanterie avait développé de nouvelles armes de destruction de chars telles que les mines magnétiques, les bazookas et les Panzerfaust. Ces armes mortelles pouvaient tout détruire à travers le blindage d'un char. Mais les Russes découvrirent que la simple mise à feu d'une bouteille d'essence lancée sur un bloc moteur pouvait immobiliser les plus gros chars. Leurs équipes anti-chars devinrent bientôt adeptes de ce moyen simple et improvisé de destruction de chars. Les chars que les Russes chassaient avec tant d'efficacité étaient conçus pour remplir deux rôles sur le champ de bataille. Le premier était d'engager et de détruire d'autres chars. Le second était d'attaquer l'infanterie et l'artillerie ennemie. Par définition, réussir l'engagement et la destruction des chars ennemis relevait de la simple application de la force brute. La physique élémentaire nous dit que la force est égale à la masse multipliée par la vitesse. Pour détruire les autres chars, le char devait être capable de tirer le plus gros obus possible à des vitesses élevées. Cela produisait assez d'énergie pour perforer le blindage des chars ennemis. La puissance explosive en elle-même avait peu de valeur face à l'épais blindage d'un char. Ce qui donnait au projectile son pouvoir de pénétration était son incroyable vélocité qui frappe à travers le blindage des véhicules ennemis. Les obus perforants étaient simplement conçus comme des objets solides. J'entends par là qu'un obus est essentiellement du métal avec une petite charge explosive dont la haute vélocité permet de dégager une pression et une chaleur énormes lors de l'impact contre le blindage, faisant fondre celui-ci afin de le perforer pour dévaster l'intérieur du compartiment ou de la tourelle et de tuer leurs occupants. Très occasionnellement, il arrivait que les obus perforants volent si vite qu'ils perforaient les chars ennemis de part en part sans endommager ni le véhicule ni son équipage. Par conséquent, une gamme d'obus anti-chars explosifs fut mise au point afin de pénétrer le blindage du char ennemi en premier lieu avant d'exploser à l'intérieur du véhicule. L'équilibrage entre les deux ne fut jamais atteint en pratique, et l'on peut débattre pour savoir si une petite charge explosive contenue dans les obus est plus efficace que l'énorme énergie cinétique développée par un obus à haute vélocité.
Contre l'infanterie et les canons d'artillerie, les chars devaient être capables de tirer un obus explosif. Ici, la vitesse du projectile est moins importante. Ce qui compte, c'est la puissance de la charge explosive. Plus gros est l'obus, plus importante est l'explosion. Pour frapper derrière les murs et détruire les obstacles, une trajectoire courbe est la meilleure méthode pour contrer l'infanterie qui se cache derrière les obstacles, dans les bâtiments et dans les tranchées. En général, ces obus ont une pointe creuse, renfermant un explosif dont le but est de projeter des éclats mortels qui sont particulièrement efficaces contre l'infanterie à découvert. Bien sûr, les obus explosifs sont utiles pour détruire les cibles non blindées grâce à leur puissance. L'espace occupé par le canon, l'équipage et les moteurs laisse bizarrement peu de place dans le compartiment pour le stockage des munitions, pourtant indispensables pour survivre sur le champ de bataille. La plupart des chars pouvaient emporter environ 90 coups, soigneusement rangés dans le moindre espace disponible. La plupart des chefs de char emportaient de préférence un mélange de 40% d'obus explosifs et 60% d'obus perforants, ce qui était plus une question d'estimation personnelle du type de cible susceptible d'être engagée lors de la mission. Trouver la bonne répartition était une décision cruciale. Les obus perforants étaient inutiles contre l'infanterie et les obus explosifs ne pourraient pénétrer le blindage des chars. Avoir un stock important d'une munition inadaptée rendait le char inutile. Ces artilleurs anti-chars tentent de déloger l'infanterie d'un bâtiment sans recourir aux obus explosifs. Au ralenti, on peut voir la trajectoire rectiligne et la grande vitesse de l'obus, avec un effet réduit sur le bâtiment. Un obus explosif aurait été dévastateur. Au combat, beaucoup d'équipages expérimentés étaient capables de tirer un obus toutes les 5 secondes. Évidemment, à ce rythme, les réserves de munitions s'épuisaient rapidement, rendant le char impuissant. À ce moment délicat, le chef de char devait faire un choix crucial. Soit quitter le champ de bataille pour recharger et refaire le plein de carburant, soit attendre l'approvisionnement sur le terrain. Les munitions des chars ne pouvaient être transportées à pied et nécessitaient des véhicules de réapprovisionnement. Les camions étaient trop vulnérables pour être envoyés dans une zone de combat. Alors les Allemands développèrent un char spécial, dépourvu de tourelles, baptisé Munition Schlepper, afin d'assurer la mission dangereuse de l'approvisionnement en munitions sur le terrain. Pour s'assurer que les munitions étaient utilisées intelligemment, les chars allemands n'avaient pas le droit de tirer en mouvement. La doctrine stipulait d'engager seulement les cibles ennemies depuis une position statique. Ce qui facilitait grandement la visée, augmentant les chances du tireur lorsqu'il alignait sa cible dans le petit triangle de son viseur. Pour l'aider à estimer la balistique de ses obus, ceux-ci étaient dotés d'un dispositif de traçage qui produisait une traînée lumineuse pour aider à suivre la trajectoire du projectile pendant le temps de vol vers la cible. Les équipages priaient pour faire mouche au premier tir, transformant le véhicule ennemi en une masse incandescente alors que le carburant et les munitions explosaient. Un coup manqué pouvait signifier leur propre destruction par un tir de riposte. La perspective d'une mort affreuse pour les hommes coincés dans un char en flammes hantait les tankistes. C'était une vision cauchemardesque qui les poursuivait en permanence. Dans toutes les grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale, de la Pologne à l'Afrique du Nord et en Russie, les colonnes de fumée noire des véhicules en flammes étaient visibles sur l'horizon, se rejoignant comme un nuage de tempête. Bien trop souvent, ils signaient la mort de leurs équipages infortunés. La mort ou les blessures menaçaient les équipages de chars pour de multiples raisons. Il n'était pas toujours nécessaire d'endommager le véhicule.
Un autre danger omniprésent pour les équipages de chars étaient les éclats d'obus causés par les impacts à l'extérieur du char. Alors que la vélocité externe de l'impact était transformée en une violente énergie interne, ces fragments mortels traversaient l'intérieur de la tourelle où ils tranchaient les corps des membres d'équipage entassés les uns sur les autres dans leur monde clos. Un autre danger guettait de nombreux modèles de chars comme le 38T tchèque en service dans l'armée allemande au début de la guerre. Les rivets utilisés dans la construction de ces chars étaient particulièrement dangereux. La violence d'un impact sur l'extérieur du char faisait sauter les têtes des rivets internes, transformant ceux-ci en projectiles mortels ricochant à l'intérieur du véhicule. C'était également un problème majeur pour les chars britanniques du début de la guerre, qui étaient aussi construits à base de rivets plutôt qu'en acier soudé. Et de nombreuses blessures horribles furent causées par les rivets projetés par des tirs qui n'avaient même pas perforé le char. Un autre danger, moins spectaculaire mais aussi mortel, était également toujours menaçant pour les chars. Des mines anti-chars pouvaient être placées en grand nombre pour défendre une position. Ces mines supportaient le poids d'un homme sans exploser, et une équipe de fantassins pouvait passer dessus sans s'en apercevoir. Mais sous le poids d'un char, elles explosaient avec une force incroyable. Bien que les chars fussent parfois détruits par les mines, ils ne perdaient généralement qu'une chenille, ce qui obligeait l'équipage à quitter son engin pour tenter de réparer sous le feu ennemi ces énormes chenilles de fonte. Repérer et nettoyer un itinéraire de ces mines est le travail des sections de sapeurs. Parfois, cette tâche rituelle était négligée. Lors de la vitale bataille de Kursk, le général Heinz Guderian, inspecteur des troupes blindées de l'armée allemande à cette époque, en resta livide de rage. Ces nouveaux chars Tigre étaient passés à travers des champs de mines non détectés, le privant de beaucoup de ses meilleurs chars, fer de lance de son armée, immobilisés par une menace facile à anticiper et à neutraliser. Alors que la guerre se poursuivait, chaque blindé survivant des Panzer-divisions allemandes devint un engin d'une valeur inestimable. Les pertes augmentaient et la guerre ravageait les usines allemandes, pilonnées jour et nuit par les bombardiers alliés. Elle ne pouvait plus approvisionner le front en véhicules pour compenser ceux qui avaient été détruits. Bien que la production augmentât d'année en année, les pertes augmentèrent encore plus durant les cruciales années 43 et 44. Mais de nombreux chars n'étaient ni complètement mis en pièces, ni brûlés, et pouvaient être réparés et renvoyés au front. Pour les Alliés qui disposaient de réserves illimitées en hommes et en matériel, ce souci était moins pressant. Mais pour les Allemands, c'était un problème vital. Ce fut une grande source de frustration pour beaucoup de tankistes allemands qu'Hitler lui-même plaça la production de nouveaux chars en priorité devant le remplacement des pièces détachées et des moteurs. Dans de nombreux cas, les vieux chars pouvaient facilement être renvoyés au front avec un ravitaillement régulier de pièces détachées et de moteurs. Cela aurait été bien plus facile et efficace que de fabriquer et acheminer un char neuf et complet depuis l'Allemagne. Durant la guerre du désert, les lignes de ravitaillement de Rommel étaient encore plus difficiles à maintenir. Il devint essentiel de pouvoir récupérer autant de véhicules endommagés ou détruits que possible. Bien que cela fît aussi partie de la stratégie britannique, c'était un besoin moins pressant pour la 8e armée qui se trouvait comparativement mieux approvisionnée.
Le contrôle des champs de bataille après les combats était vital pour Rommel. Il permettait à l'Afrika Korps de récupérer les machines allemandes et alliées en même temps. Contrôler le champ de bataille après un combat de chars est vital pour chaque camp. La raison majeure à cela est que la plupart des véhicules mis hors de combat sont récupérables. Si vous avez un petit trou en plein milieu de votre char, il n'y a généralement plus rien à l'intérieur, mais plus couramment, il manquait une chenille ou bien la suspension était endommagée, ce qui empêchait le char de repartir. La plupart de ces chars étaient très facilement réparables en seulement une demi-heure de travail. En Russie, il devint également crucial pour les Allemands de conserver le contrôle du terrain après un engagement. Les T-34 russes, d'une mécanique simple, pouvaient souvent être récupérés. Les équipages allemands comme ceux-ci utilisaient souvent en combat des T-34 capturés. Au cours de la guerre, 40 000 chars T-34 furent fabriqués, plus du double de la capacité de l'industrie blindée allemande. En 1943, en Russie comme en Afrique du Nord, c'était devenu une nécessité première pour les Allemands que de garder le contrôle du terrain, car ils ne pouvaient se permettre de perdre des chars. Compte tenu de l'énorme poids des chars lourds de la fin de la guerre, comme ces Tigres, les chars immobilisés ne pouvaient souvent être tractés que par un autre Tigre. Le tracteur le plus lourd de l'armée allemande était le F3 de 18 tonnes. Mais il fallait 3 de ces engins combinés pour réussir à tracter un Tigre, et dans les affres du champ de bataille, les tracteurs étaient très vulnérables aux obus anti-chars, aux obus explosifs et aux armes légères d'infanterie. Les Tigres, qui pesaient chacun 60 tonnes et qui étaient sujets à toute une série de pannes mécaniques et électriques, souffraient sûrement de certains problèmes. De plus, ils étaient extrêmement chers et ne pouvaient être gaspillés. À cause de cela, il était particulièrement important de récupérer les Tigres hors de combat. Il existait toute une série d'options disponibles pour les bataillons de chars des SS et de la Wehrmacht qui servaient sur Tigre. La plus évidente était d'utiliser leurs chars pour tirer le char endommagé hors de la zone dangereuse. Le problème résidait dans la tendance à causer des pannes électriques ou des problèmes de transmission au Tigre tracteur. Sinon, des semi-chemillés non blindés pouvaient être utilisés, mais malheureusement, plusieurs de ces derniers étaient nécessaires pour tracter un seul Tigre. Et comme ils n'étaient pas blindés, cela les rendait vulnérables sur les champs de bataille. Clairement, ce qu'il fallait, c'était un blindé de récupération capable de tracter seul un Tigre et qui serait apte à opérer en conditions de combat. Encore une fois, la solution au problème fut de développer un véhicule spécialisé dans la récupération, baptisé Bergepanzer. Ces machines étaient dépourvues de tourelles, remplacées par une structure cubique en bois. Elles étaient conçues pour tracter rapidement les chars endommagés et les ramener hors de portée de l'ennemi. Tous les chars emportaient de gros câbles de tractage prêts à être attachés à un véhicule de récupération ou à un autre char. La plupart des chefs de chars ne partaient pas au combat sans leurs câbles déjà mis en place, juste au cas où. Les chars semblent incroyablement robustes et pourtant restent étrangement vulnérables. Ils exigent une maintenance importante et sont enclins aux pannes. Ils cassent leurs chenilles avec une curieuse régularité, tout spécialement sur de la boue épaisse, en franchissant des obstacles, des champs de mines, ou encore après avoir subi des tirs de canon anti-chars. Les chenilles, comme vous pouvez le deviner, sont la partie la plus importante du char à entretenir soigneusement. Et si le moindre connecteur, le moindre maillon vient à se briser, c'est toute la chenille qui devient inopérante. L'ennemi s'en prend souvent aux chenilles en tirant dedans avec ses obus, et il faut les changer. C'est un travail très dur qui demande beaucoup d'efforts. Tout l'équipage est mis à contribution. Je n'ai jamais eu moi-même à le faire sous le feu, mais j'imagine ce que cela doit être. Sur ces images, ces tankistes allemands se précipitent pour remplacer de lourdes chenilles en plein milieu d'un combat. C'était un exercice très courant. Malgré tous les dangers, le char était le roi du champ de bataille dans les grands découverts de l'Afrique du Nord et de la Russie.
Au cours des 4 premiers mois de la guerre, les Allemands découvrirent qu'il y avait un environnement où les chars ne devaient pas être déployés, à savoir les zones habitées telles que les villes et villages, car ils devenaient extrêmement vulnérables à l'infanterie en embuscade et aux canons anti-chars. Les Allemands apprirent la leçon dès la campagne de Pologne de 1939, lors de la bataille de Varsovie. Mais en dépit de toutes leurs expériences précédentes, ils répétèrent les mêmes erreurs à Stalingrad et en Normandie. Certains chefs continuèrent à faire manœuvrer des chars en ville jusqu'en 1945. En 1944, ces chars allemands détruits jonchent les rues de Villers-Bocage. Ils furent pris sous le feu d'équipes anti-chars britanniques embusquées lorsqu'ils s'engagèrent en ville, rendus trop sur d'eux après une série de victoires dans la campagne environnante. Cette page du guide de l'armée allemande, édité par les Américains en 1945, illustre comment cet énorme Jagdtiger, stupidement déployé en ville, fut détruit par un simple cocktail Molotov lancé depuis une fenêtre, surplombant sa position, directement dans une trappe ouverte. Mais les Allemands ne furent pas les seuls à souffrir. Même le plus redouté des géants, semble-t-il, avait ses limites. Dans le dernier mois de la guerre, ce soldat isolé se prépare à détruire un char russe. Son sourire suggère l'audace et la fierté. Ou peut-être n'est-ce que le soulagement d'avoir survécu et l'espoir que tout sera bientôt fini.